Les spécialistes sont en studio. Franck Nunyama, bonjour. Bonjour Ezekiel, bonjour à toutes et à tous. Et Thierry Tengue, observateur du foot européen, également avec nous en studio. Bonjour Thierry. Bonjour Ezekiel et bonjour à toutes et à tous. Aïe Joël, bonjour et merci d'être là. Oui, bonjour Ezekiel, bonjour à tous les auditeurs. Et justement, la patronne de la Ligue 1 française, Fifi Assogbavi, est également avec nous en studio. Bonjour Fifi. Bonjour Ezekiel, je salue le plateau et je n'oublie pas les auditrices et les auditeurs. Et l'homme à devant est là pour la vidéo de cette émission à la mise en onde. Pélagie Mekoum, la reine, et puis je suis Ezekiel Ayataï. Merci de nous retrouver. Restez à l'écoute de la référence sportive. Et comme annoncé dans la première partie de cette émission, nous parlons de la 6e journée des éliminatoires de l'Euro 2020. Et nous commençons notamment avec le groupe A, le groupe de l'Angleterre. L'Angleterre qui n'a pas fait de cadeau face au Kosovo, 5-3 à l'arrivée. Mais ça a été un match intéressant, un match fou tout simplement, on dira Franck Nunyama. Oui, c'est pas une surprise lorsque vous voyez un peu la conférence d'avant-match et les propos de l'entraîneur kosovar qui était tout simplement agressif vis-à-vis de cette équipe anglaise. Pour lui, il n'y avait pas question de laisser le temps aux Anglais de pouvoir développer leur jeu. Ce sera l'agressivité, ce sera les contacts, ça va être dur. Finalement, je pense qu'il n'a pas eu gain de cause, mais 5-3 face à cette équipe kosovar, je pense que ça n'a pas été une partie de plaisanterie pour les hommes de Gareth Southgate. Donc voilà, l'Angleterre a gagné par rapport à son expérience, par rapport à sa solidité, à son vécu. Et cette équipe kosovar est pour le moment en train d'apprendre. Oui, en écoutant l'entraîneur de l'équipe kosovar en conférence de presse, on se disait que ce ne sont que des mots, mais finalement sur le terrain, on a vu une équipe super engagée. Fifi. Oui, moi j'ai été surprise par le score. Parce que quand on parle du Kosovo, c'est récemment qu'on sait que cette équipe a été mise sur pied avec une nouvelle fédération. Mais bon, marqué 3 buts à l'Angleterre. En Angleterre, il faut le faire et ils l'ont réussi. C'est intéressant. Ça promet dans les années à venir pour cette équipe du Kosovo. Et maintenant, l'Angleterre, depuis un moment, depuis la Coupe du Monde, est sur des nuages. On a vu sa performance en Coupe du Monde et puis après ça continue pas à marcher pour eux. C'est intéressant, mais en tout cas j'ai aimé la réaction de cette équipe. Voilà, l'autre match de ce groupe, la République tchèque en déplacement au Monténégro, qui marque 3 buts, 3-0 à l'arrivée. On dira pas de surprise? Oui, pas de surprise. Quand on sait que c'est l'Angleterre qui mène la danse dans ce groupe, il faut tout simplement avoir cette victoire-là. Et c'est fait de la part de cette équipe bulgare. Et je crois que dans ce groupe, ça va se jouer, cette qualification. Entre la République tchèque plutôt. Entre la République tchèque et l'Angleterre. Quand on voit déjà l'Angleterre qui survole tout ce groupe-là, je crois que Tchèque a quand même ce coup à jouer pour pouvoir aller chercher la qualification. Il n'y a pas de surprise. Quand nous prenons la République tchèque d'antan, on sait que c'est une formation qui joue au football. Maintenant, ça a baissé un tout petit peu avec des joueurs, des cadres qui ont pris leur retraite. C'est une équipe en reconstruction. Et quand vous avez une équipe en reconstruction qui essaie quand même de gagner, cela veut dire qu'il y a cette confiance-là. Donc, il faut aller chercher la deuxième place parce que l'Angleterre est déjà au top. Voilà, l'Angleterre en tête de ce groupe. On verra, puisque ce n'est que la 6e journée. Il reste encore d'autres matchs à suivre dans ces éliminatoires. Dans le groupe B, le Portugal en déplacement en Lituanie. À l'arrivée, une victoire 5-1 avec un Cristiano Ronaldo triple XL. Tout le monde s'attendait à ça, puisqu'il avait à cœur de battre un record qu'il suivait. Il voulait finalement rester le seul meilleur buteur des qualifs en Europe. Oui. Des éliminatoires en Europe. Voilà. Donc, il a voulu coûte que coûte battre ce record et il a fait. Il faut dire que le match, au début, ce n'était pas encore ça, mais il a réussi à rentrer définitivement dans le jeu par ce penalty. Oui. Et le deuxième but, plutôt, la deuxième action, tout le monde lui disait en hors-jeu, mais pourtant il ne l'était pas. Il met le second et puis voilà, ça a continué. Ça ne fait que dérouler. Tout le monde dit que c'est la Lituanie, que c'est seulement la Lituanie, mais il a quand même fait.
Donc le plus important, c'est que le monsieur il continue pas à marquer des buts. Vu son âge et ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, on se dit que bon, le monsieur il peut encore aller plus que ça. Et voilà, c'est Ronaldo, la machine à but. Messieurs, dames, Cristiano continue par écrire sa légende. Oui, Cristiano Ronaldo, c'est un grand et on ne le présente plus, on en parle ici pratiquement tous les jours, toutes les semaines. Et avec Messi, il représente quand même pour moi les meilleurs buteurs actuellement au monde, les meilleurs joueurs même au monde, et il a seulement prouvé. À chaque fois, ce qui m'intéresse avec lui, c'est qu'en équipe nationale, il se fait toujours respecter. Il est l'homme de la situation, aussi bien en club qu'en équipe nationale, et ça c'est intéressant, et à son âge, marquer comme ça encore 4 buts et continuer à laisser sa patte comme ça dans le football mondial. Bon, il faut le faire. Félicitations à lui et maintenant au Portugal. Il y a une dépendance. Hein. On espère. En tout cas, il est encore là. Il a dit qu'il va aller jusqu'à 38 ou il a parlé 40 ans. Voilà. Donc, il est encore là et le Portugal peut continuer à en profiter. Il était important pour le Portugal de réagir parce que, ne l'oublions pas, la Seleção a mal entamé les éliminatoires de l'Euro. Donc, il a 5 points au compteur avant ce match. Avant ce match-là, il fallait pour cette équipe-là de pouvoir faire peur à ses adversaires pour les échéances à venir. Donc la Lituanie, oui, mais il fallait être au bon moment et au bon endroit pour pouvoir marquer les 4 buts. Je pense que Cristiano Ronaldo, c'est un exemple à suivre. C'est quelqu'un qui respecte le boulot qu'il fait. Il respecte le football le respecte. Donc voilà, c'est très important pour lui. Il devient le meilleur buteur de l'histoire des éliminatoires de l'Euro. Ce n'est pas rien. Donc il aime gagner les titres et il travaille pour. Donc, pour les records. Pour les records surtout. Donc Cristiano, vraiment, on se demande quand est-ce qu'il va pouvoir raccrocher, va finir. Mais là, il est pour le moment là. Pensez-vous que ce sont des performances qui peuvent jouer en sa faveur pour le Ballon d'Or? Oui, pourquoi pas. Parce que là, il est présent en club, il est présent en équipe nationale, ce qui n'est pas forcément le cas de Lionel Messi. Ça se joue souvent à ce niveau, donc je pense que oui. Il a dans un coin de la tête ce Ballon d'Or. Une envie Voilà, on attendra de voir si Cristiano Ronaldo sera à la fin de l'année Ballon d'Or ou pas. Sinon, en tout cas pour l'instant, il fait ce qu'il a à faire, ce qu'il doit faire. Il a encore marqué 4 buts pour la victoire du Portugal en Lituanie. 5 buts à 1. Et la Serbie, de son côté, s'est aussi imposée en déplacement au Luxembourg. 3 buts à 1. Dans le groupe C, le groupe de l'Allemagne et des Pays-Bas, l'Allemagne qui se relance en battant l'Irlande du Nord en déplacement. 2 buts à 0. Frank Nunyama. La National Mannschaft se relève de la défaite face aux Pays-Bas. Et après ce revers à domicile face aux Pays-Bas, 4 buts à 2, alors qu'on menait à la mi-temps 1-0. L'Allemagne se devait de réagir, de corriger le tir. Et face à l'Irlande, qui était le surprenant leader de ce groupe-là, il va falloir gagner. Alors qu'on sait que cette équipe n'est pas du gâteau. Ce n'est souvent pas une équipe facile à jouer. L'Allemagne l'a fait 2-0 à l'extérieur pour remettre rapidement les choses en place et prendre le contrôle de ce groupe. Je pense que c'est important pour la psychologie, le mental des hommes de Joachim Löw. Ils l'ont fait. Maintenant, il reste le mois d'octobre qui va être décisif pour les qualifs. Il va falloir vraiment jouer à fond et la bataille sera faite entre, j'allais dire, l'Allemagne et puis les Pays-Bas. Voilà, parlant justement des Pays-Bas, les Bataves ont rendu une parfaite copie en Estonie, 4-0. Oui, c'est pas quand même surprenant de la part des Pays-Bas. Quand nous prenons le jeu que produit aujourd'hui la Hollande, on sent en même temps que ce qu'a produit l'Ajax l'année dernière en Champions League continue pas à avoir son effet dans cet effectif de Pays-Bas. C'est pratiquement les mêmes joueurs avec quelques pépites qui font leur entrée, leur première bataille dans cette équipe hollandaise. Ils démarrent bien, quand on connaît cette équipe hollandaise, ils démarrent bien les éliminatoires. Maintenant, c'est dans les phases fatidiques de l'Euro qu'on ne leur retrouve plus. Maintenant, il y a une nouvelle équipe qui est mise en jeu avec des jeunes joueurs. Et le collectif y est pour le moment, vivement que cela se répète en Euro. Mais bon, dans ce groupe, je crois que ça va passer entre l'Allemagne et la Hollande. Et quand nous prenons l'Irlande, qui est une équipe surprenante dans cette équipe, il y a de quoi réagir du côté de l'Allemagne. Mais bon, c'est pas encore fini. Il y a le mois d'octobre qui nous attend. Il va falloir que l'Allemagne réagisse parce que la Hollande, pour moi, elle est déjà qualifiée.
En tout cas, on verra bien si la Hollande passera devant l'Allemagne dans ce groupe. Dans le groupe D, le groupe de la Suisse qui s'est imposée face au Gibraltar 4-0, pas de surprise. Et puis le 0-0 entre la Géorgie et le Danemark. Dans le groupe E, on attendait plutôt une victoire de la Croatie en Azerbaïdjan, mais à l'arrivée, c'est un match nul. Fifi Assogbavi, en tout cas, c'est une équipe qui surprend, hein, l'Azerbaïdjan. Vous savez, ces petites nations-là, aujourd'hui, aussi veulent rivaliser avec les grands. Ça se comprend. On parlait tout à l'heure du Kosovo. On a vu ce que le Kosovo a fait. Et l'Azerbaïdjan aussi veut aussi avoir un nom et a surtout à domicile à essayer de titiller un peu cette équipe croate. Et vous savez, depuis la Coupe du Monde où l'équipe de la Croatie a atteint la finale, après on s'est rendu compte que ce n'est pas ça, ce n'est pas véritablement ça. Et il y a aussi la fatigue qui est passée entre-temps par là. Il y a aussi les noms que nous connaissions qui sont en train de vieillir. Il y a certains qui sont en train de vieillir sous le coup de l'âge. Et tout ça ne milite pas en faveur de la Croatie et l'Azerbaïdjan. Tout simplement profiter de cela pour faire une performance. Une performance de la part de l'Azerbaïdjan qui tient en échec la Croatie, un but partout. Et puis la victoire en déplacement de la Slovaquie en Hongrie, 2-1. Dans le groupe F, le groupe de l'Espagne, qui marche sur les îles Féroé, 4-0. L'Espagne qui fait un sans faute. Ouais. C'est que, bon, ça dit île Féroé, Espagne, bon, ça, il n'y a pas photo. Tout le monde sait que l'Espagne va passer rapidement. L'Espagne était en balade. Oui, bon. Bref, même en promenade, on peut dire. Mais là, il faut dire que l'Espagne, jusqu'à présent, l'Espagne ne convainc pas encore par rapport à son jeu. Tout ce qu'on a vu de l'Espagne, les années antérieures, les compétitions passées, l'Espagne a eu à marcher sur toute l'Europe. L'Espagne ne convainc pas, mais le résultat est là. Oui, le résultat est là, mais on se dit, bon, parce qu'on attend quelque chose de cette équipe qu'on ne voit pas encore. Le tiki-taka qu'ils ont perdu pratiquement, on peut dire. Ils ont perdu ce jeu. On se demande, bon, et il faut aussi voir que sur des buts que l'Espagne marque, c'est pas un penalty, c'est des actions pratiquement individuelles. Et voilà, le score est là, mais ce n'est pas encore ça. Ce qu'on attend de l'Espagne, on ne le voit pas encore. L'Espagne qui s'impose 4-0 et solidement en tête de ce groupe F. Le duel ou le derby scandinave entre la Suède et la Norvège s'achève sur un nul d'un but partout. Et puis la victoire de la Roumanie face à Malte, 1-0. Dans le groupe G, le choc de ce groupe entre la Pologne et l'Autriche accouche d'un nul, 0 but partout, pas de vainqueur donc. La Slovénie domine l'Israël 3-2. Et puis Macédoine en déplacement bat la Lettonie 2-0. Le groupe H, celui de la France, et la France qui enchaîne après sa victoire sur l'Albanie face à Andorre 3-0. Ouais, on le savait, ce sera une trêve facile. La France de Kingsley Coman. Oui, pratiquement pour la France, il n'y avait pas d'adversaire en face. L'Albanie, même si cette équipe essaie quand même de tenir tête aux sélections qu'elle rencontre, elle n'a pas les moyens pour le moment pour, faire tomber la France. Nous sommes en football, tout peut arriver, mais Didier Deschamps, des joueurs qui sont toujours là, présents. Vous allez le constater, Mbappé n'est pas là, mais Kingsley Coman a fait le boulot. Il marque 3 buts en 2 matchs. C'est important pour la suite de sa carrière en sélection. Donc France et puis Albanie et puis Andorre, il n'y a pas lieu de s'endormir. Il faut pouvoir gagner. Ils l'ont fait. Donc Andorre dort toujours. On parlera de la victoire de la Turquie sur la Moldavie, 4-0. La Turquie qui suit donc le rythme imposé par la France. Et puis la surprise est venue de l'Albanie qui a dominé l'Islande, qui comptait le même nombre de points que la France et la Turquie avant cette journée. L'Islande qui s'incline devant l'Albanie. 2-4. Et il y aura un mois d'octobre très décisif où la France joue, qu'on recevra la Turquie et fera le déplacement de l'Islande. La Turquie qui avait battu la France à l'aller. Donc on suivra avec beaucoup d'attention ce match. Et dans le groupe I, Saint-Marin-Chypre, un match entre deux petits. Deux petits, ça. Voilà. Saint-Marin-Chypre, peut-être le plus petit sera Saint-Marin, naturellement, qui s'incline devant Chypre, 0 but contre 4. Sur le même score, l'Écosse se fait battre par la Belgique. 4-0 donc pour l'équipe de Eden Hazard qui n'a pas joué. Et puis la victoire de la Russie sur Kazakhstan, 1-0. La 7e journée,
c'est en octobre et on suivra donc avec attention ce qui se passera dans tous ces groupes. La France passera ou ne passera-t-elle pas? On attendra de voir. Et dans la deuxième partie, nous évoquons les majeurs et nous démarrons avec le pays de Paul Gascoigne. English Premier League News. Et nous parlons donc de la première ligue anglaise, des matchs intéressants à suivre dans ce championnat d'Angleterre. Messieurs, nous aurons un intéressant Manchester United-Leicester. Leicester qui, depuis le début de la saison, tient tête à tous les gros. Leicester invaincu, qui sera donc face à Manchester United. Quelle analyse faites-vous de ce match, monsieur Manchester United? Joël Aïe. Oui, merci. Franchement, je sais que ce sera un peu difficile parce que Leicester, comme vous venez de le dire, a tenu tête à tous ses adversaires jusqu'à présent. Manchester est un tout petit peu en dedans. On dit que Manchester est en train... En quelque Leicester, sorte, pour l'instant, troisième de ce classement de la première ligue. Et Manchester, c'est septième. Yeah. Oui, Manchester est loin, huitième dans le classement. Oui, mais bon, ce n'est que le début du championnat. Avec 5 points. Et Leicester, je suis 8. sûr que Manchester va passer bien, va dominer Leicester, quand bien même ce ne sera pas facile, mais ils arriveront quand même à Parole de supporters ou Non, pas forcément supporters. Je sais que Olé a à cœur franchement de relancer cette équipe. C'est vrai que la mayonnaise ne prend pas encore. Il y a une jeune équipe de très jeunes joueurs en milieu de terrain, tout comme en attaque. Il y a aussi un petit problème dans les vestiaires, mais je suis sûr qu'il aura, surtout avec l'intervention de Sir Ferguson, je suis sûr que ça va reprendre. Et puis Leicester qui a vraiment envie de battre Manchester à Old Trafford. Parce que l'année dernière, je me rappelle, Manchester avait commencé la saison avec Leicester et difficilement ils ont réussi à battre cette équipe. Et elle a comme objectif maintenant de revenir. Malheureusement, ce n'est pas le bon moment pour les deux clubs. Mais Manchester a plus, étant sur sa pelouse, mais à domicile, a plus d'avantages dans ce match. Et je suis sûr que Manchester finira par s'en sortir. Il est important de le faire savoir aux supporters que vous êtes en maillot de Manchester United. Bon, naturellement. Oui, mais moi, je ne dirais pas que ce serait un match facile pour Manchester United. Ce sera compliqué parce que cette saison, on a déjà vu Manchester trébucher à domicile. Et je crois qu'il a déjà été battu à domicile, a déjà fait... Bien sûr. Bien sûr. Manchester a été battu, mais a été tenu en échec à domicile. À domicile. Voilà. Ok, mais face à des clubs moins cotés aujourd'hui que Leicester, depuis le début de la saison, comme l'a dit Ezekiel, on voit ce que Leicester fait. Et ce sera compliqué pour Manchester United. Maintenant, nous sommes en Angleterre et nous savons que tous les matchs... Tout est possible. Oui, tous les matchs ont leur particularité en Angleterre. On retrouve un club maintenant qui souffre battre un club qui était bien assis. Et voilà, donc sur ce point, on peut dire qu'il y a match entre Manchester United et Leicester. Il y a match entre Manchester United et Leicester. Leicester de Jimmy Vardy qui sera encore bien là. Donc un match très intéressant à suivre. Cette 5e journée démarre donc demain samedi avec la réception de Newcastle par Liverpool. Manchester United, comme on l'a annoncé tout à l'heure, reçoit Leicester City. Wolverhampton a rendez-vous avec Chelsea. Tottenham sera au révélateur de Crystal Palace. Sheffield Wednesday face à Southampton, Brighton, Burnley, Norwich, Manchester City. Dimanche, la suite de cette 5e journée avec le déplacement de Everton à Bournemouth. Watford reçoit Arsenal. Et puis lundi, en clôture de cette 5e journée, Aston Villa a rendez-vous avec West Ham. Nous marquons la pause et nous nous rendons au pays de Raúl González Blanco. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, suena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Está tiempo de la Liga, c'est ce qu'on vient de dire. Voilà, mon espagnol, il est très pauvre, mais on y va. On est bien sûr en Espagne où nous évoquons la 4e journée de la Liga espagnole. Ça démarre ce soir avec Real Mallorca, Athletic Bilbao. Mais le match au sommet de cette 4e journée, ce sera bien sûr FC Barcelone face à Valence Echevitengue. Un match...
À risque pour le FC Barcelone? Oui, à risque parce que quand nous prenons l'équipe valencienne, c'est une équipe qui, de par les années antérieures dans ce championnat-là, a tenu tête, hein, même si à l'arrivée c'est Barcelone qui s'impose. Il y a également ce football qui se joue de l'autre côté et Barcelone se doit de se rattraper par rapport à ses points perdus dès l'entame de cette saison. Je crois qu'aujourd'hui, Barcelone n'a plus droit à l'erreur. Barcelone 9e, Valence 10e, 4 points pour tous les deux. Et Valence va essayer quand même de passer à la tête de Barcelone. Maintenant, Barcelone 9e aujourd'hui, ça suit point dès l'entame de cette saison. Maintenant, c'est à cette équipe barcelonaise de réagir quand on sait que voilà, il y a également la blessure de Messi et de Dembélé qui dérange énormément cet effectif-là. Suarez qui n'est pas là aussi. Ça fait que ce problème, ce souci-là s'installe toujours au niveau de Barcelone. Bon, si c'est le football, on va voir ce que ça va donner parce qu'aujourd'hui, quand nous prenons toutes les équipes dans cette Liga-là, le premier objectif, c'est d'aller retrouver le trio de la tête, pourquoi pas le championnat. Mais bon, ça passera par une bonne prestation sur l'aire de jeu parce que les à côté également, on l'a connu. Et on va dire que les Barcelone est favori sur cette rencontre, mais c'est une équipe qui aujourd'hui ne fait plus peur. Franck, le Barça, trop dépendant de Messi finalement. Ouais, ce début de saison est là pour témoigner. Messi n'a pas débuté le championnat avec ses coéquipiers et ça pose tout le problème qu'on connaît aujourd'hui. Et puis l'autre attaquant, Suarez, n'est pas là et pour l'instant, Griezmann essaie quand même de porter l'équipe, mais c'est pas du tout la même chose. Donc, le Barça est en train de souffrir. Il n'y a qu'à voir le classement 9e pour pouvoir le dire. Et puis, Valence qui est 10e, une rencontre de proximité entre les deux clubs. Ça veut dire tout simplement pour moi que ça part sur une base de 50-50. Je ne donnerai pas favori le Barça face à Valence sur ce match-là parce qu'il y a un certain doute qui s'est installé depuis le début de la saison dans cet effectif-là. Il va falloir le prouver, il va falloir le faire sur ce match-là. Prouver vraiment qu'on est le Barça et qu'on pouvait gagner face à Valence. Mais au départ, pour moi, c'est 50-50. Voilà le Barça qui reçoit donc le FC Valence. Match à risque, match à prendre vraiment au sérieux par le FC Barcelone. Alors, les autres matchs de cette 4e journée, le Real Madrid reçoit Levante. Les Ganaises, vous voulez oui, un match à risque aussi pour le Real Madrid. Le Real Madrid mal en point. Très mal en point parce qu'aujourd'hui, quand on voit ce que Levante est en train de foutre devant le Real Madrid, Levante fait tout ce qu'il peut pour tenir tête à cette équipe et surtout vraiment taquiner l'équipe. Alors, quelles sont les réelles difficultés du Real en ce début de saison? Ça peut commencer déjà par les vestiaires. Et maintenant, dans le jeu, on se dit que le Real, les noms sont là, mais c'est comme les joueurs n'ont plus la tête à ce qu'ils font sur le terrain. Il n'y a plus l'ambiance qu'il y avait au Real Madrid. C'est vrai, Ramos et pourtant, ce sont pratiquement les mêmes joueurs. Les mêmes joueurs. Le coach qui a fait gagner les 3 Ligues des Champions, c'est bien lui, Zinedine Zidane. Alors, oui, qu'est-ce qui a changé? Aujourd'hui, Zidane n'est plus serein au Real Madrid. Hein. Sincèrement, on le dit, il est bien revenu. Les gens l'ont crié, voilà, c'est bien, c'était un bon choix. Le départ de Cristiano Ronaldo? On n'a toujours pas réussi à préparer l'après Ronaldo. Et voilà les conséquences. Aujourd'hui, les clubs là, vraiment, c'est pas encore ça. Le Real veut coûte que coûte gagner les coupes nationales aujourd'hui, cette saison bien sûr, le championnat et les autres trophées, mais ce n'est pas encore ça. Parce que Zidane ne cesse de continuer par dire qu'il a besoin de certains joueurs, malgré l'effectif qu'il a encore. Il continue par dire qu'il a besoin des joueurs. Ceux qui sont sur le terrain, il n'y a plus cette ambiance, cette cohésion dans le jeu du Real Madrid, surtout avec Modric aussi qui s'est blessé. Et Isco qui n'est pas là. Ramos ne sera pas là non plus. Ils sont nombreux. Le Real un tas de problèmes. Il faut annoncer quand même que la blessure d'Eden Hazard a foutu en l'air les plans de début de saison de Zinedine Zidane. Voilà. Il comptait vraiment sur le capitaine des Diables Rouges pour entamer une très belle saison. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu pour le moment en match officiel avec le Real pour pouvoir bien se prononcer, mais ça a désagrégé un peu les plans de Zinedine Zidane. Et puis cette fois-ci, Zinedine Zidane, qu'on connaît en communication très fort, très lucide, a raté totalement sa communication en ce début de saison, en parlant d'abord de Gareth Bale qui n'est plus bon pour lui, qui ne sert plus à rien, et c'est finalement qui porte l'équipe. Il a parlé de Navas.
par rapport à qui il a dit oui, c'est un gardien d'expérience, pour rien au monde, on ne peut le laisser partir. Aujourd'hui, Navas, c'est du côté du Paris Saint-Germain. Donc, c'est une communication complètement ratée du côté de Zinedine Zidane. Il se cherche, il est un peu en guerre entre griffes avec son patron. Donc, l'équipe, tout ça se rejaillit un peu sur l'effectif et c'est ce qui explique un peu. Le Real Madrid reste tout de même un grand club avec de grands noms. Donc, seule l'absence d'Eden Hazard ne peut pas causer autant de mal à cette Justement, s'il y avait un bon casting derrière, si on avait bien préparé le championnat, je crois qu'en principe, l'absence de Eden Hazard ne devait pas faire foutre tout en l'air. Maintenant, c'est qu'il y a un problème qui est là depuis 2 ou 3 saisons maintenant, depuis les 3 trophées. On en a parlé ici, on en parle tout le temps, c'est qu'au sein du Real Madrid, il n'y a plus l'envie nécessaire, il n'y a plus la motivation, il n'y a plus l'envie nécessaire d'aller chercher. Et puis ces joueurs dont nous parlons aujourd'hui, les Ramos, les Modric et tous les autres, les Bale, les Marcelo et tout ça, vous savez, il y a les noms, mais il y a aussi le temps qui passe, il y a l'âge aussi, ils n'ont plus les mêmes automatismes. Maintenant, il va falloir réellement faire un bon casting, de bons recrutements pour faire le mélange et petit à petit renouveler l'équipe. C'est ce que moi je pense qu'au niveau du Real, on n'arrive pas à faire. Et aujourd'hui, le Real est devenu en Liga une équipe normale, que n'importe autre n'importe autre club peut battre. Donc on verra le Real Madrid normal face à l'Levante ce samedi. Villarreal sera en déplacement à Leganés et la Real Sociedad reçoit l'Atlético Madrid. Dimanche, Eibar accueille l'Espagnol Barcelone. FC Séville sera sur la pelouse d'Alaves. Celta Vigo a rendez-vous avec Grenade. Real Valladolid, Osasuna ou encore Betis, Séville, Retafe de Jen Dakonam. Nous faisons le frein et nous prenons la direction du pays de Karl-Heinz Rummenigge. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Et le patron de la Bundesliga, il est bien là, Franck Nunyama, ce sera la 4e journée. La 4e journée et le match phare de cette journée va opposer naturellement le premier et le deuxième. Ce sera donc Leipzig face au Bayern de Munich. On sait que oui, cette équipe tient bon en championnat, mais souvent ces matchs contre le Bayern ont été toujours souvent en faveur du Bayern de Munich. Donc ça reste un duel assez attendu. Et là, Leipzig qui n'a pas du tout... Jusque-là invaincu, 3 victoires. 3 victoires, qui n'a pas du tout envie de laisser le fauteuil de leader, sera face au Bayern de Munich, qui veut prendre pour la première fois les commandes du championnat. Il y a 2 points d'écart parce que le Bayern, souvenez-vous, avait fait match nul pour commencer et que Leipzig a gagné tous ses matchs. Donc, ça reste un match très, très attendu. Mais déjà, on fait rapidement un petit tour de table. Messieurs, vous mouillez. Votre pronostic sur ce match, Leipzig-Bayern? Je vois Bayern passer parce que ça a toujours été... Les rencontres là ont toujours balancé, bien viré à l'avantage du Bayern. Oui, Bayern favori, mais attention à Leipzig depuis le début de la saison. Et puis Bayern est également en déplacement. Et aussi bien la saison dernière, le Bayern nous a montré que des fois, il peut être fébrile en déplacement. Oui, cette rencontre, je crois que ça va être 50-50 parce que quand vous prenez Leipzig aujourd'hui, cette saison, c'est une équipe qui a eu à tenir tête au gros là, Dortmund et Bayern. Et si on a un match de telle envergure, si on prétend avoir ce titre-là ou bien retrouver le podium au niveau de Leipzig, il va falloir tenir tête à cette équipe bavaroise. Quand vous prenez en même temps l'équipe bavaroise, dans tous les compartiments de jeu, c'est pas encore ça avec le départ de quelques joueurs au niveau de la défense et en attaque. On a quand même un joueur très en forme, Coman Kingsley, qui est là, on peut compter sur lui, mais ça va se jouer sur le terrain parce que Bayern aussi ne fait plus peur comme avant. Tout le monde veut quand même damer ce pion-là à cette équipe. Attention à Timo Werner qui a vu triple lors de la 3e journée. Oui.
Franck Lunyama. Oui, c'est un attaquant qui est, on va dire, vraiment prolifique en ce début de saison. Il est d'ailleurs le deuxième meilleur buteur du championnat derrière Robert Lewandowski. Outre le match entre les deux clubs, ça va être un match particulier entre ces deux attaquants-là, parce que là, il s'agit de garder quand même le flambeau, de porter le flambeau de la meilleure attaque. Donc, on a hâte d'aller vers ce match. Mais déjà ce soir, on verra le premier match de cette quatrième journée entre Düsseldorf et Wolfsburg. Demain samedi, le Borussia Dortmund défait la dernière fois par le promu Union Berlin, qui vient là d'avoir sa première victoire en Bundesliga. Dortmund qui joue contre le Bayer Leverkusen. Union Berlin justement reçoit Werder Bremen. Cologne sera face à Mönchengladbach. Augsbourg joue contre Francfort. Mayence, Hertha Berlin. Et dimanche, 2 matchs pour boucler cette quatrième journée. Ce sera Offenheim de Illas Bebou contre Fribourg. Et puis l'autre promu, Paderborn, qui aura fort à faire face à Schalke 04. Voilà donc ce qu'on peut retenir de cette quatrième journée de la Bundesliga. Direction la Ligue 1, le pays de Michel Platini. Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Alors, la Ligue 1 Conforama, c'est votre affaire, Fifi Assogwe. Oui, ça commence dès ce soir, c'est la 5e journée avec Lille-Angers. Et puis Lyon qui se déplace à Amiens, et Lyon qui, dès l'entame de la saison, a montré de belles choses. On se disait que cette saison, Lyon est bien parti pour faire mal au Paris Saint-Germain, mais par la suite, on a vu déjà une défaite et puis un match nul, ce qui a permis au Paris Saint-Germain de repasser devant. Et donc, je crois que les Lyonnais vont en tout cas tout donner pour aller titiller cette équipe de Amiens qui aussi n'est pas très en forme depuis le début de la saison. Et puis le samedi, on a un Paris Saint-Germain qui reçoit Strasbourg. Paris Saint-Germain avec probablement le retour de Neymar qui est revenu et qui s'est entraîné avec le groupe et qui en principe devait jouer cette rencontre-là. Quel accueil Neymar peut-il attendre de la part des supporters parisiens, messieurs? On se le demande lorsqu'on revoit un peu les banderoles qui ont été, on va dire, étalées dans les tribunes. Neymar, casse-toi, Neymar, on ne veut plus de toi. Je ne sais pas trop l'accueil qui lui sera réservé pour son premier depuis pratiquement 3 mois. Maintenant, est-ce qu'il va jouer? Puisque là, lorsqu'on a posé la question au directeur sportif Leonardo, on voulait savoir si Neymar était là pour commencer tout de suite. Et il dit, bon, on parlera au bon moment. Ça veut dire qu'il y a peut-être... On ne sait pas. Ça veut dire qu'il y a encore des choses à régler avant que le Brésilien n'intègre à nouveau l'effectif titulaire. Donc, on verra bien ce qui va se passer. La suite du calendrier. Oui, avant, on peut dire que ça peut être aussi le match. Je ne sais pas si on aura la chance de voir Navas et puis Icardi débuter tête qu'en compte, mais on le saura d'ici demain. Bordeaux qui reçoit Metz, Brest, Rennes, Dijon, Nîmes, Montpellier, Nice. Le dimanche, on a Nantes qui joue Reims, Saint-Étienne qui reçoit Toulouse, et puis en clôture un intéressant Monaco-Marseille. Quand on sait que Marseille, depuis 2 journées maintenant, est en train de revenir dans ce championnat avec un joueur que Benedetto qu'on est en train de découvrir en Ligue 1. Et ça peut faire très mal à Monaco qui... Sur la dernière journée ou les dernières heures du mercato, il y a eu également quelques recrues du côté de Monaco. Oui. Donc on peut s'attendre à avoir une autre équipe de Monaco. Qui sont arrivés, ils ont quand même marqué, mais là depuis, ils ont pratiquement joué 2 matchs avant la trêve, et Monaco qui n'arrive toujours pas à gagner. Mais ces recrues-là font quand même du bien à cette équipe monégasque. Donc on peut s'attendre à un match intéressant de la part de Monaco, et Monaco a l'obligation de réagir face à Marseille, et ça annonce un match intéressant. Comme Fifi le dit, ce ne sera pas du tout le même match, parce que les 2 recrues, c'est des joueurs qui sont bien connus de Leonardo, surtout Slimani qu'il a eu à entraîner à Porto. Donc ça va être un match vraiment difficile pour les 2 clubs. Parce que là, dès qu'ils ont joué, ils ont marqué. Donc l'attaque de Monaco n'est plus la même chose avec Slimani et Ben Yedder. Donc attention à l'Olympique de Marseille.
Marseille doit faire très attention, vous le pensez aussi? Oui, Marseille doit faire énormément attention, même si on est sur une bonne dynamique, avec déjà 2 victoires de rang. Monaco qui aujourd'hui, c'est quand même surprenant de le voir à ce niveau de la Ligue Conforama. Mais bon, ça fait partie des saisons, on connaît le bas et le haut. On a eu des recrues, maintenant c'est à cette équipe-là de retrouver cette alchimie-là pour pouvoir aller titiller le haut niveau. Ils en ont capables et Marseille aujourd'hui est en confiance. Mais bon, quand on est en confiance de trop aussi, on chute. Donc à eux de garder toujours la tête haute, mais ça ne va pas être un match très très facile pour Marseille parce que Monaco se doit de réagir. Monaco se doit de réagir face à Marseille. Fifi, c'est tout pour la Ligue 1 Conforama. C'est tout pour cette 5e journée. Voilà, c'est tout pour la 5e journée. On fait la pause et direction le pays de Roberto Baggio. Tutto Calcio Italia. Spacca la porta, segna anche in Team Cup. Et ce sera la 3e journée du Calcio. Et le match qui ouvre cette 3e journée, c'est bien ce choc entre la Fiorentina et la Juventus. La Fiorentina de Ribéry face à la Juventus de Cristiano Ronaldo qui revient déjà avec 4 buts dans ses valises. Messieurs, ça va être un match super intéressant, mais également compliqué peut-être pour la Fiorentina. Très compliqué. Très compliqué parce que là, ils avaient cette chance-là avec ce match-là face à Naples, le premier de Ribéry, un match fou où il y avait au total 7 buts. Donc cette équipe se cherche et a envie quand même de revenir parce que là, ne l'oublions pas, Ribéry a dit que l'objectif, c'est d'être au moins dans le top 5 et même sur le podium, ça veut dire que cette équipe est attendue. Donc ça va être une journée vraiment qui relancerait cette équipe-là, si elle veut gagner, je crois qu'il faut y aller, il faut jouer à fond et avoir, pourquoi pas, les 3 points de ce jour. Mais là, c'est pas aussi évident que ça. Oui, la Juventus a peut-être démarré la saison avec la chance du champion, avec cette victoire sur le Napoli, on peut dire, puisque c'était compliqué. On a vu Naples revenir dans ce match et finalement un but contre son camp. Un but contre son camp et la Juventus qui a été vraiment chanceuse sur cette rencontre-là. Mais comme tu l'as dit, c'est peut-être la chance du champion et ça leur permet de bien démarrer cette saison. C'est que la Juve est attendue et la Juve est grandissime favori dans ce championnat-là. Oui, la Juve face à la Fiorentina, un match très attendu par toute l'Italie. Cristiano Ronaldo qui a à cœur de finir meilleur buteur de la saison, mais on sait qu'il y aura de la concurrence, donc on suivra Cristiano sur ce match. Il n'est qu'à un seul but dans ce championnat après 2 journées. Le Napoli reçoit la Sampdoria de Gênes, l'Inter Milan accueille Udinese, la Roma sera face à Sassuolo. Le Milan AC, après sa victoire de la 2e journée, sera en déplacement à Hellas Vérone. Spal Ferrara face à la Lazio. La Lazio qui a un peu de mal en ce début de saison. Le Genoa face à l'Atalanta Bergame. L'Atalanta qui jouera la Ligue des Champions cette saison. Donc l'Atalanta doit normalement passer, mais attention, Parme face à Cagliari et puis Brescia qui reçoit Bologne. Et en clôture de cette 3e journée, le Torino accueille Lecce, même si déjà on peut annoncer à nos auditeurs que lors de la 4e journée, il y aura le derby de Milan entre l'Inter et le Milan AC. On en parlera bien sûr la semaine prochaine. C'est tout pour les majeurs. Nous allons observer la pause et derrière on fait un tour de table. Vous avez peut-être des gens à saluer, n'est-ce pas? Allez, la pause et on revient pour le dernier tour de table. Voilà, Plateau Foot Europe de ce vendredi, c'est fini. Nous faisons le tour de table pour dire bonjour aux inconditionnels. Nous commençons avec la dame, Fifi Assogbavi. Je n'ai pas de liste, mais je pense à tous ces fans-là. Pourquoi pas Zarif, à Œil Avisé, à Gordo, à Léonce Bati, à toutes les dames qui sont sur la plateforme des fans PFE
Et je pense également à tous les confrères qui ont l'habitude de nous suivre, à Youssif, le Mancunien, je pense aux Parisiens et également à Godwin Apedo, l'ami Chedré, à Belzinodi et tous les autres, Juanita Bavotri. Et maintenant, une pensée également à notre confrère qui sera inhumé demain, James Kunake. Voilà, on en parle là justement tout à l'heure. Joël Aïe. Oui, un bonjour particulier à tous les amis de la plateforme PFE. Bon week-end. Un chat dans la gorge. Un très gros chat. Et un bonjour aussi à tous nos amis de la plateforme CCC. Bonjour à mon ancien et unique coach Amadou Mounirou. Il est à l'écoute actuellement. Et bonjour à mon frère Habib. Bonjour à tous ceux qui suivent l'émission et puis bon week-end à tout le monde. Voilà. Et Tchavi Tengue. Oui, je pense spécialement à Efoué, le Mancunien, sans oublier Baba Mouta, mon second, et à tout qui revient du Nigeria, coucou à lui. Et coucou également à Germain, à tous les supporters de l'équipe de Marseille. Et bon week-end à toutes et à tous. Voilà, Franck Nunyama. Oui, excellent début de week-end à toutes et à tous. Et voilà, coucou à tous ceux qui nous suivent tous les lundis et vendredis. Demain sera inhumé notre confrère James Kunake. Vous avez peut-être quelque chose à dire dessus. Beaucoup de tristesse qui nous anime. Oui. C'est vraiment dommage de perdre comme ça des collègues, des amis, des frères. Depuis quelques temps, on ne comprend plus rien. Ce qui se passe. Ce qui se passe dans le corps des journalistes sportifs, c'est choquant, c'est violent. Lorsqu'on repense un peu à Junior Amenounia, à Jean-Pierre Jean-Jo, à d'autres confrères, Fred Colani, un autre confrère de Radio Lomé. Voilà, c'est choquant, on ne comprend pas et on se demande qu'est-ce qui se passe. Et cette fois-ci, c'est malheureusement James Miklomdo Kunake qui nous a laissé. C'est dommage et ça prouve encore que en tant qu'être humain, on n'est rien du tout. Lorsque cette vilaine réalité s'annonce, on ne peut rien faire. Donc l'essentiel, c'est d'être unis, solidaires et de se dire les choses dans les yeux lorsqu'il s'agit d'un problème. Et puis après, on est ensemble, quoi. Donc c'est choquant, juste des mots d'apaisement à l'endroit de la famille du confrère et à l'endroit de ses enfants et de tous ceux qui l'ont connu. Fifi, vous étiez proche de James Kunake. Oui, j'étais proche de James Kunake. C'est quelqu'un que je connaissais très bien. Et comme l'a dit, je ne vais pas revenir sur tout ce que mon frère vient de dire, Franck vient de dire, tout simplement dire à la famille nos compassions et que le Seigneur même apaise les cœurs. Je pense à ses parents, je pense à sa femme et à ses enfants et que lui-même il repose en paix. Voilà, que James Kunake repose en paix. Toutes nos condoléances, nos compassions à la famille ou aux familles éplorées, à toute la famille sportive. Voilà, c'est triste, c'est dommage. Demain, il sera conduit à sa dernière demeure, Joël Aïe. Oui, jusqu'à présent, je me suis réservé de me prononcer. À chaque fois que je suis devant un micro, j'ai toujours une pensée à ce dernier. C'est un ami. On était même ensemble une ou 2 semaines plus tôt. On était ensemble au stade et il m'a même invité pour son émission du samedi. Et après, je l'ai rappelé, il ne prenait pas. J'ai appris qu'il a eu un problème de santé. Mais juste après, une semaine après, voilà, j'apprends la triste nouvelle. Bon, c'est vraiment regrettable, mais on dit qu'il se repose. Je suis sûr que de là où il est, il sait qu'il n'a pas fait un parcours vain. Il a quand même laissé des fruits et que l'univers soit reconnaissant envers sa famille. Voilà, c'est sur... oui, c'est quelque chose qui fait quand même triste. Et moi, j'ai eu la chance de le côtoyer. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. C'est des étapes de la vie. L'essentiel et l'important, c'est de continuer à prier Dieu, de nous préserver de tout cela. C'est vrai que ce n'est pas le bon moment de partir, mais bon, on ne peut rien. On va toujours continuer à prier au Seigneur que son âme repose en paix. Et une pensée positive à toute la famille éplorée. Ça fait quand même mal de perdre un confrère comme ça. Mais bon,
c'est la vie, on ne peut rien, on n'a pas le choix. Voilà, c'est la vie et c'est sur ces mots que nous allons refermer les portes de Plateau Foot Europe. Merci à vous, Joël Aïe, Fifi Assogbavi, Franck Nouyama et Tchevi Tengue. Merci également à Elom Adovon qui a assuré la vidéo de cette émission. Était à la mise en onde Pélagie Mekoum. Je suis Ezekiel Aïe Ataï. Déjà lundi, Angelo Folicoé sera de retour pour reprendre les rênes de cette émission. Voilà, il a passé de très belles congés. Merci à toutes et à tous. On se retrouve donc lundi pour un nouveau numéro de Plateau Foot Europe.